À l'aéroport, on m'a dit que mon billet était annulé. Ma famille a embarqué sans même regarder en arrière. Ce soir-là, ma sœur a envoyé un SMS, « Tu devrais avoir l'habitude d'être mise de côté maintenant. » J'ai simplement répondu, « Ne t'inquiète pas. Ton nouvel an sera inoubliable. » À leur retour, leurs téléphones se sont illuminés d'alertes. Après cela, leur vie a commencé à s'effondrer. Je me souviens encore d'être resté là, tenant la main de ma fille, pendant que les agents de bord scannaient les cartes d'embarquement. La file avançait vite. Tout le monde était de bonne humeur, chaudement habillé, tenant des gobelets Starbucks, prenant des selfies avec leurs oreillers de voyage. Je pouvais voir mes parents près de l'avant, ma sœur prenant des photos avec son mari, et mon frère lançant des plaisanteries comme il le faisait toujours quand il était excité. Ma fille leur a fait signe de la main. Personne n'a répondu. Ce voyage avait été planifié depuis 2 mois. Groupe de discussion, lien de réservation, capture d'écran du chalet que nous louions, plancher chauffant, une immense cheminée, un jacuzzi privé sur la terrasse, de la neige prévue pour le réveillon du Nouvel An. J'étais la 3e personne à envoyer l'argent. 1300 $ divisés comme tout le monde. C'était censé être une semaine loin de tout. Enfin, l'aéroport était bondé. Des gens qui se précipitent, des enfants qui pleurent, des valises qui grincent derrière des parents pressés. J'étais nerveuse pour une raison quelconque, mais j'ai mis ça sur le compte du voyage avec un enfant. J'ai revérifié nos sacs, nos manteaux, mon sac à main. Tout était en place jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Au moment où l'agent de la compagnie aérienne a regardé mon billet, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle l'a scanné une fois, puis une autre. Son expression n'a pas changé, mais ses yeux se sont déplacés rapidement vers un autre écran. Puis elle a demandé à voir ma pièce d'identité. J'ai su que quelque chose n'allait pas quand elle s'est écartée et a appelé quelqu'un. J'ai demandé quel était le problème. Elle a dit que ma réservation avait été annulée. Elle l'a dit doucement, comme si c'était quelque chose que je savais déjà. Je lui ai demandé de vérifier à nouveau. Elle l'a fait. Même résultat. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, que j'avais payé, que toute ma famille était sur ce vol. Elle a demandé si quelqu'un d'autre avait réservé pour moi. J'ai dit oui. Ma sœur avait ajouté tout le monde à la réservation de groupe. C'est alors que le 2e agent m'a lancé un regard que je n'oublierai pas. Pas impoli, pas pitoyable, juste comme si elle comprenait quelque chose que je ne comprenais pas encore. Je me suis éloigné, ma fille me demandant si nous montions dans l'avion. Je lui ai dit juste 1 minute et j'ai saisi mon téléphone. J'ai envoyé un message à ma sœur, mon frère, même ma mère. Personne n'a répondu. J'ai levé les yeux de mon téléphone et je les ai vus embarquer. Mes parents, ma sœur, mon frère, même mon cousin, qui n'avait pas participé aux courses lors de la dernière fête de l'Action de Grâce, marchaient joyeusement dans la passerelle. Aucun d'entre eux ne s'est retourné. Ma fille a tiré sur ma manche et a demandé si nous partions toujours en vacances. J'ai dit non. Le trajet en Uber pour rentrer à la maison s'est fait en silence, à part elle me demandant une fois si j'étais fâché. Je lui ai dit que non, mais je l'étais. Fâché est un euphémisme. J'étais engourdie d'abord, puis froide, puis toute autre chose. À la maison, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai fait défiler notre discussion de groupe. Il y avait un message datant de 4 jours plus tôt de ma sœur disant « Je m'occuperai des confirmations finales ». Personne ne l'a remis en question. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle s'occupait toujours de ces choses-là. Et cette fois, apparemment, elle m'avait évincé du plan. Vers 22 heures, après avoir ignoré mes messages pendant des heures, elle m'a enfin répondu. Elle disait, « Tu devrais avoir l'habitude d'être mise de côté maintenant. » Aucun avertissement, aucune explication, juste ça. Je l'ai fixé pendant 10 secondes avant de répondre. Ne t'inquiète pas, ton nouvel an sera inoubliable. Et puis je me suis mise au travail. Ils ont oublié à qui ils avaient affaire. Ils ont oublié à quel point les finances de la famille passaient par moi. Factures, abonnements, prélèvements automatiques, épargne. C'était moi sur qui ils comptaient discrètement depuis des années. Jamais une plainte, jamais une remarque. Mais cette nuit-là, je me suis connecté à chaque compte partagé, j'ai changé chaque mot de passe, j'ai retiré chaque dollar auquel mon nom était attaché. Au moment où j'ai fini, je ne faisais plus partie de la famille. J'étais autre chose. Et ce n'était que le début. Ils ont atterri tôt le lendemain matin.
Ma sœur a posté une de ses fausses vidéos prises sur le vif. La neige tombant au ralenti devant la fenêtre de leur chalet. Sa tasse de café au premier plan. Une playlist douce en arrière-plan. La légende disait quelque chose comme « Enfin je respire à nouveau ». Quelques minutes plus tard, mon frère a mis en ligne une vidéo du salon. Des poutres en bois, le feu crépitant dans l'âtre, quelqu'un riant hors champ. Probablement mon cousin. Ma mère portait déjà la robe de chambre duveteuse qu'elle avait mentionnée 3 fois dans la discussion de groupe. Ils avaient l'air à l'aise, insouciants, comme si de rien n'était. J'ai regardé tout ça depuis mon appartement avec ma fille pendant qu'elle mangeait des céréales et demandait si nous pourrions faire de la luge plus tard. J'ai dit oui et j'ai souri. Pas parce que j'allais bien, pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que j'avais un plan maintenant. Ils pensaient que m'avoir laissé derrière était juste quelque chose dont je me remettrais. Ils ont oublié que c'était moi qui gérais les choses. Ce premier jour, je n'ai rien fait de majeur. Je voulais qu'ils s'installent confortablement. Je les ai laissés poster leurs petites vidéos et prétendre vivre un rêve Pinterest. Je leur ai même accordé 24 heures de paix. Puis j'ai commencé. La première chose que j'ai faite a été de retirer ma carte de débit des factures de services publics chez mes parents. Mon nom était le seul sur le prélèvement automatique. Les factures ne seraient pas rejetées avant le prochain cycle, mais cela lancerait la chaîne. Ensuite, les services de streaming. Netflix, Hulu, Spotify, le forfait famille, disparu. Je n'ai pas seulement changé les mots de passe. J'ai fermé les comptes entièrement. Les adresses e-mail auxquelles ils étaient liés, les miennes. Tout comme les paiements. Ils s'en rendraient compte plus tard ce soir-là, probablement au milieu d'un film. J'imagine la télévision se figeant à mi-chemin et la pièce devenant silencieuse. À midi, mon téléphone vibrait. Un appel manqué de mon cousin. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé par SMS, « Tu as changé le mot de passe pour les dépenses, Doc ?» J'ai ignoré. Puis ma sœur m'a envoyé un message d'un seul mot, « Sérieusement ?» Toujours rien de ma part. Au deuxième jour, ils étaient en déroute. J'ai reçu un message vocal vague de ma mère disant qu'ils avaient des problèmes avec une réservation et me demandant si j'avais mis à jour quelque chose de mon côté. Sa voix paraissait légère, comme si elle essayait de ne pas montrer d'inquiétude. Elle ne comprenait toujours pas. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Ils ont essayé de manger dans un restaurant de grillade en ville. Un endroit chic. J'y étais déjà allé. La carte de mon père a été refusée 2 fois. Apparemment, le compte joint que lui et moi partagions pour couvrir les gros achats avait atteint le plafond. J'avais retiré chaque dollar. Leur option de secours, une autre carte liée à un compte PayPal que j'avais configuré pour eux il y a des années. Celui-là aussi avait été vidé. Puis est venu l'hôte du chalet. Elle a envoyé un email à ma sœur disant que la deuxième moitié des frais de location n'était pas passée. Ils avaient utilisé ma carte pour la compte. Ils supposaient que je serais là. Maintenant, mon nom était retiré de la réservation. Le paiement a échoué. Ma sœur a dû mettre sa propre carte. Je sais qu'elle n'avait pas ce genre de plafond. Elle n'a rien posté cette nuit-là. En fait, elle a supprimé ses publications précédentes. Jour 3, mon frère est parti plus tôt. Ma mère a prétendu dans le groupe familial qu'il avait un imprévu au travail, mais je connaissais la vraie raison. Le compte d'épargne que j'utilisais pour l'aider à couvrir les réparations de son camion, celui qui m'appartenait à moitié, était maintenant fermé. Je m'en étais assuré. Au 4e jour, j'ai commencé à recevoir des messages des banques, ou plutôt, j'ai commencé à les voir recevoir les messages. Le compte hypothécaire lié à la maison de mes parents a été désactivé. Le fonds d'urgence partagé auquel nous contribuions tous, destiné à aider au cas où quelqu'un tomberait malade ou aurait besoin d'une aide soudaine, a été fermé. L'application bancaire de mon employeur a été déconnectée de tout ce qui n'était pas à moi et chaque alerte portait mon nom. C'est là que les messages ont commencé à arriver, pas seulement de ma mère ou de ma sœur, mais de mon cousin, et même d'une de mes tantes qui n'était pas du voyage. Ils avaient entendu dire que quelque chose se passait. Ma mère m'a envoyé un nouveau message, cette fois directement, « Que se passe-t-il » Je l'ai regardé, puis j'ai fermé l'application. Il s'était reposé sur moi pendant des années discrètement. Je n'étais jamais la préférée, jamais la plus bruyante, jamais celle pour qui on postait des messages aux anniversaires. Mais j'étais toujours le filet de sécurité. Et ils m'ont exclu d'un avion que j'avais aidé à payer. Maintenant,
il pouvait apprendre ce que l'on ressent quand on tombe sans filet. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la semaine n'était même pas terminée. Au 6e jour, mon téléphone ressemblait à une ligne d'urgence. Appels manqués, messages vocaux, SMS de parents qui ne me contactaient jamais sauf si quelqu'un était malade ou mort. Je n'avais pas dit un mot à aucun d'entre eux depuis l'aéroport. Mais maintenant, soudainement, j'étais la personne la plus populaire de la famille. Ils étaient toujours au chalet, bloqués par la neige. Ironiquement, une tempête a frappé la région ce matin-là et les routes ont été temporairement fermées. Je ne le savais que parce que mon cousin avait posté un clip de l'allée complètement ensevelie sous la neige avec la légende « L'enfermement est bien réel ». Pas de musique, pas de filtre cette fois. Vers 10 heures, ma mère a encore essayé d'appeler. J'ai regardé l'appel sonner, puis mon père, puis mon frère, puis ma sœur 2 fois. Elle a envoyé un SMS de suivi, « Pouvons-nous s'il te plaît juste parler ?» Pas un seul d'entre eux n'a utilisé le mot « désolé ». Je n'ai pas répondu. À midi, mon cousin m'a envoyé un message plus long. Il disait que l'hôte du chalet avait menacé d'annuler leurs 2 dernières nuits s'ils ne réglaient pas le solde. Apparemment, la 2e tentative de débit sur la carte de ma sœur avait échoué et la carte de secours, celle de mon père, était bloquée. Ils disaient qu'ils étaient embarrassés et coincés. Je ne savais même pas ce qu'ils attendaient de moi à ce stade. Ils m'avaient jeté hors du voyage comme si j'étais un bagage trop lourd à emporter. Et maintenant, ils me suppliaient de le porter pour eux. Mais c'est devenu encore mieux. Vers 13 heures, la discussion de groupe a commencé à s'affoler. Ma mère a envoyé un message disant simplement « Quelqu'un peut-il accéder au compte d'urgence ?» L'hypothèque a été rejetée. Ma sœur a répondu « Je ne peux même pas me connecter. » Il est écrit que le compte n'existe plus. Puis mon frère a ajouté « Qu'est-il arrivé aux économies ?» C'était le chaos. J'ai continué à regarder. Ils se désagrégeaient en temps réel. L'organisation financière sur laquelle ils avaient construit leur vie, celle que j'avais discrètement maintenue, avait disparu, non pas sabotée, mais retirée pièce par pièce, tout comme je l'avais été. Cet après-midi-là, mon père s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me tenais derrière pendant que ma fille était assise tranquillement dans le salon. Il a frappé 1 fois, puis 2. J'ai attendu qu'il parte, puis je l'ai regardé par le Judas retourner à sa voiture. Pas de manteau, aucune expression sur le visage. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne savait même pas quoi dire. Il n'était pas venu avec des réponses. Il était venu parce qu'ils étaient acculés. Ma sœur a réessayé après cela. Cette fois, un long message, un pavé de texte. Elle a écrit qu'ils étaient dépassés, que les choses avaient dégénéré trop vite, que personne ne voulait me blesser, que j'allais trop loin, que ce n'était pas ainsi que la famille se comportait, que je devais penser à la façon dont cela affecterait ma fille, comme si elle s'en souciait. Aucune mention de l'aéroport, aucune explication pour l'annulation, rien sur le fait que j'étais resté là avec mon enfant à regarder toute ma famille monter dans un avion sans même regarder en arrière. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, un message vocal. C'était l'hôte du chalet qui avait l'air mal à l'aise, demandant s'il y avait un moyen de réactiver le paiement ou de transférer la réservation. Apparemment, ils essayaient de vérifier les fonds depuis 48 heures, et la tempête avait aggravé les choses. Ils ne pouvaient pas partir sans régler le montant total, et le système avait signalé la réservation pour suspicion de fraude. Quand j'ai entendu le mot fraude, j'ai ri aux éclats, pas parce que c'était drôle, mais parce que l'ironie ne pouvait pas être plus forte. Au dîner, ma fille m'a demandé pourquoi tout le monde appelait. Je lui ai dit que parfois, quand les gens ne valorisent quelqu'un qu'au moment où ils le perdent, ils paniquent. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, même si ce n'était probablement pas totalement le cas, mais elle comprendrait un jour. Cette nuit-là, j'ai finalement répondu au dernier message de ma mère. Elle avait demandé « Fais-tu cela exprès ?» J'ai répondu « Oui, et je suis loin d'avoir fini. » J'ai mis la discussion en sourdine après cela, j'ai posé mon téléphone face contre terre, et je les ai laissés se débrouiller avec ça. Il leur restait un jour au chalet et je ne faisais que commencer. Lors de leur 7e et dernier jour complet au chalet, le silence de leur côté est devenu assourdissant. Le voyage qui avait été diffusé comme un bloc de mode de vie, chaque flocon de neige, chaque assiette de dîner, chaque bûche jetée au feu s'était soudainement éteint. Pas de post, pas de mise à jour, pas même un de ces selfies matinaux flous que ma sœur prenait toujours en prétendant qu'elle s'était réveillée ainsi. J'ai supposé que la tempête était passée.
Ils étaient probablement fatigués, peut-être humiliés, peut-être commençaient-ils à comprendre. Mais vers 9 heures, ma boîte de réception a émis un signal sonore avec un email que je n'attendais pas. C'était du gestionnaire immobilier du chalet. Pas un avis généré par le système, mais un message direct, poli mais clairement urgent. Ils avaient essayé de débiter le solde impayé 4 fois. Chaque tentative avait échoué. L'email précisait que si le paiement intégral n'était pas reçu avant 18 heures, il contacterait le bureau du shérif local et poursuivrait l'affaire pour non-paiement intentionnel. J'ai failli le supprimer. Au lieu de cela, j'ai fait autre chose. J'ai transféré l'intégralité du message l'en-tête, l'horodatage, la partie où il mentionnait une possible action en justice directement dans la discussion de groupe familial. Pas de légende, pas d'émoji, juste la conséquence brute et sans filtre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone n'arrêtait plus de vibrer. Ma mère a appelé, puis mon père, ma sœur 5 fois, mon frère, même ma tante de Floride. Je n'ai répondu à aucun. Puis est venu un numéro masqué. J'ai décroché parce qu'une partie de moi savait déjà qui c'était. C'était le bureau du shérif du comté. La femme à l'autre bout du fil était professionnelle. Elle a dit qu'elle donnait suite à une plainte civile concernant une propriété de location de luxe et que mon nom figurait sur la réservation originale. Elle a demandé si je pouvais confirmer si j'étais toujours associé au groupe ou non. Je lui ai dit la vérité, que j'avais été retiré du voyage à mon insu, que je n'étais jamais monté dans l'avion, que je n'avais jamais séjourné dans ce chalet, que je n'avais jamais reçu de remboursement. Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit, compris. Merci de votre temps, madame. Pas même 10 minutes ne se sont écoulées avant que ma sœur n'envoie un nouveau SMS, est-ce que tu nous as vraiment dénoncés? Je l'ai regardé, mais je n'ai pas répondu. Ils s'en chargeaient déjà eux-mêmes. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Mais la surprise est arrivée ensuite. À 13h30, alors que j'aidais ma fille à mettre ses bottes de neige pour aller au parc, quelqu'un a frappé à la porte. Un coup calme et régulier. J'ai regardé par le Judas. C'était mon frère. Je ne l'avais pas vu depuis la semaine précédant Noël. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Veste à moitié zippée, cheveux en bataille comme s'il fonctionnait au stress. Pas de valise, pas de sourire, pas de bonjour. Juste lui, tenant quelque chose à la main. J'ai ouvert la porte uniquement parce que ma fille regardait. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je l'ai laissé faire. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, celle couverte de crayons et de livres d'autocollants. Il a dit qu'il ne savait pas qu'ils avaient annulé mon billet, que tout avait été géré par ma sœur, qu'il pensait honnêtement que je m'étais désisté à la dernière minute. Je lui ai dit que j'étais là, à la porte d'embarquement, tenant la main de mon enfant, que ma fille lui avait fait signe alors qu'il regardait ailleurs. Il n'a pas discuté. Puis il a sorti un chèque et l'a fait glisser sur la table. 1300 $, ma part du voyage. Il a dit, prends-le, s'il te plaît. Maman panique. Il parle d'appeler un avocat. Tout le monde pense que tu vas les faire arrêter. Je n'ai pas touché au chèque. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé lui, et je lui ai dit la vérité. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de chaque Noël où j'avais été traité comme un plan de secours. Chaque appel téléphonique auquel je répondais à 2 heures du matin pour aider quelqu'un à payer une facture qu'il avait oubliée. Chaque fois qu'il m'avait utilisé comme filet de sécurité puis était parti comme si je ne comptais pas. Je lui ai dit que c'était moi qui quittais la scène, non pas avec fracas, mais avec détermination. Il a hoché la tête. Puis il est parti silencieux, sans réplique, sans défense. Ce soir-là, j'ai reçu le dernier message de ma sœur. Tu as toujours été aigri. Tu as fini par craquer, suivi quelques minutes plus tard par « Tu ne te comportes pas comme une vraie fille ». J'ai pris des captures d'écran des deux, pas parce que je voulais des preuves, mais parce que je voulais me souvenir exactement de qui ils étaient quand tout a commencé à s'effondrer. Mais le rebondissement que je n'avais pas vu venir est arrivé le lendemain matin. Les informations locales ont repris l'histoire. Un titre a défilé sur le site communautaire de leur ville. Des clients d'un chalet de luxe font l'objet d'une enquête pour frais de location impayés pendant une tempête hivernale. Je n'ai pas cité de nom, mais il y avait une photo prise depuis la rue, floue mais assez nette pour reconnaître les personnes sur le porche. Ma mère dans cette robe de chambre, mon père dans sa flanelle, ma sœur les bras croisés, mon cousin derrière elle. Ils étaient le sujet du moment localement dès le déjeuner.
Quelqu'un a posté l'article sur Facebook et a tagué ma sœur. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas souri. Je me suis juste versé un café et j'ai regardé tout ça tranquillement. Pour la première fois depuis des années, c'était enfin eux qui devaient s'expliquer. Et je n'ai pas eu à dire un seul mot. L'article n'a pas explosé. Il n'est pas devenu viral et n'a pas fait la une des journaux nationaux. Mais il a touché exactement les milieux qu'il fallait. Leur ville, leur groupe paroissial, leur cercle Facebook, ce petit monde social auquel ils tenaient tant. La légende sous la photo était simple, des clients de passage n'ont pas payé la location d'un chalet pendant la tempête hivernale. Enquête en cours. La photo n'était même pas flatteuse. Ma mère avait l'air confuse. Ma sœur était en train de cligner des yeux et mon père était en train d'ajuster sa veste, mais c'était eux. Incontournable. À midi, le Facebook de ma mère était effacé. Les stories de ma sœur avaient disparu. L'Instagram de mon cousin était verrouillé. Je n'avais pas besoin de vérifier mes messages pour savoir que la discussion de groupe était morte. Pas seulement silencieuse, abandonnée. Je m'attendais à une sorte de représailles. Peut-être un autre SMS colérique ou l'un d'entre eux se présentant à nouveau. Mais rien n'est venu. Juste le silence. Un nouveau genre de silence. Pas celui où les gens sont trop fiers pour s'excuser. Celui où ils ont trop honte pour être vus. 3 jours ont passé, sans un mot, sans appel, sans accusation. Pour une fois, personne ne me demandait de réparer quoi que ce soit. Puis le vendredi après-midi, alors que je pliais le linge dans le salon, ma fille est entrée en tenant une enveloppe. Elle a dit que quelqu'un l'avait laissée à la porte. Pas de coup à la porte, pas de nom. À l'intérieur se trouvait le même chèque que mon frère m'avait tendu, toujours plié, non encaissé, et une lettre. Une page dactylographiée, sans signature. Le langage était guindé, trop formel. On y lisait qu'ils avaient revu les contributions versées pour le voyage et décidé que, puisque je n'y étais pas allé, je n'avais pas droit à un remboursement. On y qualifiait ce qui s'était passé de « malentendu familial » et on disait qu'il était temps de laisser l'affaire reposer et d'avancer. Le laisser reposer comme si cela n'avait pas été délibéré, comme si cela n'avait pas été cruel, comme si c'était un malentendu qu'il nous ait laissé, mon enfant et moi, à l'aéroport sans un mot. Je ne me suis pas fâché. Je n'ai pas crié. Je ne leur ai même pas répondu par SMS. J'ai pris un stylo, j'ai retourné la page et j'ai écrit une seule phrase, « La prochaine fois que vous voudrez la paix, ne déclenchez pas une guerre dont vous attendez que quelqu'un d'autre nettoie les débris. » J'ai scellé l'enveloppe, sans adresse de retour, et je l'ai déposée dans leur boîte aux lettres en allant au magasin. Pas d'adieu dramatique, pas de dernier mot, juste des faits. Le reste de ce week-end a été étrangement calme. Personne ne m'a contacté. Personne n'est venu frapper. La discussion de groupe est restée muette. Je pense qu'ils ont réalisé que les dégâts n'étaient plus seulement financiers. C'était quelque chose de plus profond. Le moment où ils m'ont montré exactement où je me situais dans leur monde, et où je les ai crus. Mais ce qui a tout changé pour moi s'est produit ce dimanche. Nous revenions du parc. Ma fille me tenait la main, traînant un peu les bottes parce que la neige commençait à fondre. Elle a levé les yeux et m'a posé une question qui m'a glacé. Elle a dit, « Pourquoi est-ce que nous devons toujours être les silencieuses ?» Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a haussé les épaules et a dit, comme quand les gens sont méchants, mentent ou nous laissent de côté, tu dis juste que c'est bon et tu passes à autre chose. Mais je ne pense pas que ce soit bon. Je suis resté là une seconde, laissant ces mots faire leur chemin. Elle ne m'accusait pas. Elle n'essayait pas de provoquer quoi que ce soit. Elle disait simplement ce qu'elle voyait. Et elle avait raison. Pendant des années, j'avais été celle qui arrangeait les choses, qui pardonnait avant que quiconque ne le demande, qui gardait la paix même quand cela me coûtait tout. Et pourquoi ? Pour qu'il me laisse derrière et appelle ça un problème de calendrier. Je l'ai regardé et je lui ai dit, tu as raison. Ce n'est pas bien et cela n'arrivera plus. Ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai réservé un voyage rien que pour nous. Mi-janvier, un chalet privé dans le Colorado, de la vraie neige, du vrai bois de chauffage, un jacuzzi surplombant un lac gelé, toutes les choses pour lesquelles j'avais payé mais dont je n'avais jamais profité. Pas de discussion de groupe, pas de compte partagé, pas de faveur, juste ma fille et moi. Quand la confirmation est arrivée, j'ai posté une capture d'écran. Pas ostentatoire, juste une légende, payée en totalité. Aucun passager laissé derrière. Quelques jours plus tard,
nous étions dans les montagnes, riant dans la neige, buvant du cacao sous une couverture de laine, regardant le feu de cheminée crépiter pendant que le vent hurlait dehors. Et oui, j'ai posté des photos, pas pour attirer l'attention, mais pour la clarté, pour qu'ils voient à quoi cela ressemble quand je reprends mon pouvoir. Pour une fois, je n'étais pas celle derrière l'appareil photo. Je n'étais pas celle qui s'assurait que tout le monde allait bien. C'était moi qui vivais enfin. Et il ne me manquait pas même un peu. Nous sommes partis tôt un jeudi matin. Pas de précipitation, pas de foule, pas de chaos. Juste ma fille et moi, un thermos de café et une playlist que nous avions construite ensemble la veille. Elle a choisi la moitié des chansons. Surtout des bandes originales de films et des choses que je n'aurais pas choisies, mais cela ne me dérangeait pas. Ça faisait du bien de laisser quelqu'un d'autre avoir son mot à dire. Le complexe hôtelier était niché entre les montagnes. Isolé, mais de la meilleure façon possible. Nous nous sommes installés dans un chalet privé avec des baies vitrées et une vue qui me faisait oublier que tout ce qui a un écran existait. Mais j'avais quand même apporté mon téléphone. Je savais que je l'utiliserais non pas pour envoyer un message à qui que ce soit, ces ponts étaient coupés, mais pour partager la version de l'histoire qui était la mienne. Ce premier soir, j'ai posté une photo. Ma fille avec un bonnet rouge tenant une boule de neige en plein rire. Pas de légende, juste l'image. Dès le lendemain matin, 3 de mes proches avaient vu ma story, dont ma sœur. Puis vinrent les j'aime passifs-agressifs, des mentions discrètes de la famille élargie. Aucun commentaire, aucun message privé, juste les empreintes numériques de gens qui savaient exactement ce qui s'était passé et ne savaient pas comment gérer le fait que je n'en étais pas brisé. Chaque jour, je partageais davantage, de la motoneige, le jacuzzi tard le soir, un petit clip de nous préparant des biscuits dans la petite cuisine du chalet. J'ai même posté le reçu de la balade en traîneau à chien, pas pour me vanter, mais pour leur rappeler que j'avais payé ce voyage moi-même. Pas de cartes partagées, pas de subventions silencieuses, juste moi. Les réactions étaient discrètes, mais évidentes. Mon cousin a réactivé ses stories et posté une citation vague sur le fait de lâcher prise sur les rancunes. Ma mère a trouvé le moyen d'envoyer un simple emoji cœur sur l'une des photos. Je n'ai pas répondu. Puis, une nuit, ma sœur a posté quelque chose pour la première fois depuis des semaines. C'était un carré noir avec un texte blanc qui disait « Les gens changent. Parfois, les plus gentils deviennent froids après avoir été brûlés trop de fois. » Je n'ai pas pris de capture d'écran. Je n'en avais pas besoin car la chose qu'elle n'a pas réalisée, c'est que je n'étais pas devenue froide. J'étais devenu lucide. Il y a une différence. Notre dernière nuit là-bas, ma fille a demandé si nous pourrions revenir l'année prochaine. Je lui ai dit oui sans consulter personne, sans avoir besoin d'approbation. Je n'avais pas besoin d'en parler sur une discussion de groupe ou de m'inquiéter de qui partageait quoi. Nous étions notre propre plan désormais. Sur le vol du retour, elle s'est endormie, appuyée contre moi, et je suis resté assise là à regarder les nuages passer en dessous, pensant à quel point tout était devenu calme une fois que j'avais cessé de demander à être vu. Quand nous avons atterri, j'ai allumé mon téléphone. Un dernier message m'attendait de la part de ma sœur. Il disait, « Tu as prouvé ce que tu voulais. J'espère que ça en valait la peine. » Je l'ai fixé un instant. Puis je l'ai bloqué, pas par méchanceté, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de liberté. Et je ne m'étais jamais sentie aussi légère.